Nous sommes mercredi 9 août 2023. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez pour ce nouveau numéro de votre émission Niveau de Soir sur Niveau d'Info 1. Pour décryptage, j'ai le plaisir de recevoir notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Charlotte. Après un coup d'État ayant renversé le président nigérien Mohamed Bazoum, les militaires au pouvoir ont désormais nommé un Premier ministre en la personne de M. Ali Maman Lamine Zeyn, qui fut ministre des Finances sous l'ère Mamadou Tandja. Mais que savoir de plus sur ce nouveau chef du gouvernement au Niger? Ali Mohamed Lamine Zeyn n'est pas un inconnu pour les Nigériens, puisqu'il a déjà été avec le président Mamadou Tandja, comme vous l'avez dit, qu'il avait déjà pris comme directeur de cabinet alors qu'il travaillait à l'époque au niveau du ministère de l'économie et des finances. Ça, c'était en 2001. En 2002, il en fera son ministre de l'économie et des finances. Et il est resté jusqu'au coup d'État qui a renversé Tandja en 2010. Donc c'est pour dire que ce n'est pas un inconnu, quelqu'un qui a été 8 ans ministre de l'économie et des finances, c'est-à-dire un poste qui est un poste stratégique dans nos pays en difficulté. Et il l'a été également dans une période où le Niger était dans une situation difficile sur le plan économique. Il est connu quand même comme étant, en termes de profil, un économiste qui a fait l'ENA, l'École nationale d'administration au niveau du Niger, qui allait étudier en France également au niveau des écoles de finance, d'économie et de banque à Paris. Donc en termes de profil, quand on regarde, mais on a bel et bien quelqu'un qui peut occuper un poste de Premier ministre. Le problème, c'est le contexte dans lequel il occupe ce poste de Premier Et ministre. justement, pourquoi le choix de Lamine Zeyn comme Premier ministre dans ce contexte critique et lui-même, quel homme politique est-il? Je ne pourrais pas répondre clairement sur le pourquoi parce que le communiqué dit nous avons nommé telle personne. Donc, je ne peux pas répondre à la place du général Tiani, mais une chose est claire, ils ont fait une bonne lecture de ce qui se passe. Puisque généralement, quand il y a une négociation, que ce soit avec l'Union africaine, que ce soit avec la CEDEAO ou bien les institutions internationales de façon générale, après le coup d'État, ils essayent de faire pression pour qu'il y ait un président civil. À défaut d'avoir un président civil, On peut on fait avoir un tout Premier pour ministre avoir un aussi. premier ministre civil. Si vous regardez au Mali, coup d'État, premier ministre civil, Guinée, coup d'État, premier ministre civil, Burkina, coup d'État, premier ministre civil. Donc quand ils s'inscrivent dans ce cadre-là, ils sont un peu, sans le dire clairement, en train de s'inscrire dans ce qu'on attend quand il y a une transition après un coup d'État. Mais bien sûr, pour le moment, chacun pousse en montrant que j'ai la force pour faire ce que je dois faire. Son Donc, dire pourquoi exactement ils l'ont nommé, c'est peut-être difficile à dire pour le moment, mais je me dis qu'il y a cet aspect stratégique qui est là, que les militaires ne prennent pas l'ensemble des leviers du pouvoir après le coup d'État. Son premier rôle sera d'aider le général Tiani et ses hommes à former un gouvernement de transition. Mais pensez-vous qu'on aura un gouvernement à majorité militaire? Moi, quand il y a coup d'État, je dis qu'il faut que les militaires prennent leurs responsabilités. Même Premier ministre, ils n'ont qu'à prendre tous les postes de ministre plus le poste de Premier ministre et montrer de quoi ils sont capables. Parce qu'il y a actuellement tellement de choses qui sont dites que peut-être il faut mettre les civils en stand-by pendant un temps et laisser les militaires à l'œuvre pour que l'on voit qu'est-ce que ça va donner. Bien que d'un point de vue historique, c'est des choses qu'on a connues. On a connu des coups d'État militaires, on a connu des régimes militaires et ça n'a pas apporté généralement grand-chose à nos pays. Mais il y a un débat qui est là, qui est profond et lui, il sera confronté à cette situation. Puisqu'en tant que Premier ministre, qui a été nommé après un coup d'État, il n'aura pas la liberté de pouvoir choisir tous ses collaborateurs. Et les militaires prendront un certain nombre de postes clés sans pour autant même en faire l'objet d'une discussion. Ce qui reste, c'est quelle latitude il va pouvoir avoir dans la nomination de certains membres du gouvernement. Et après la nomination de certains membres du gouvernement, quelle latitude il va pouvoir avoir comme Premier ministre pour pouvoir mener ce qu'il considère comme les actions qu'il faut pour aider le Niger à sortir du sous-développement. De par sa carrure, va-t-il jouer un rôle déterminant en tant que Premier ministre pour une transition stable et sur le plan diplomatique, quelles seront ses lourdes charges? Il peut jouer un rôle sur la stabilité puisque c'est un civil et c'est important. Ça donne une autre image au coup d'État parce que d'habitude,
c'est les militaires qui font les coups d'État et qui prennent le pouvoir. Ici, on met la place à un civil. Et il ne faut pas nier que le poste de Premier ministre, quand même, ce n'est pas n'importe quel poste. Donc, en mettant un civil, les militaires comprennent qu'il va falloir qu'il y ait au moins quelqu'un qui va pouvoir discuter avec les instances internationales, les organisations internationales. Et comme on l'a vu dans les autres pays, souvent le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, on s'arrange pour mettre là-bas des civils qui sont suffisamment chevillés et outillés pour que, même dans la situation de crise, que ces personnes soient en mesure de pouvoir discuter. Ben, le problème, c'est est-ce qu'on laissera le Niger faire ce qu'on a laissé le Mali, le Burkina et la Guinée faire? Parce que la façon dont la CEDEAO a sanctionné le Niger, vraiment, ça allait très vite. C'est allé très, très fort par rapport aux autres où il a fallu d'abord discuter et aller ensuite vers les sanctions de façon graduelle. Je ne sais pas, est-ce que ça va être respecté? La CEDEAO avait également dit que ceux qui vont collaborer avec les régimes seront sanctionnés. Posture de la CEDEAO de décider de sanctions immédiates après le coup d'État au Niger? En fait, pour moi, c'était une sorte de ras-le-bol en même temps. C'était une façon de dire ça suffit avec les coups d'État. Avec les coups d'État. Mais la sanction, l'effet commence à être ressenti. Et comme l'essentiel de toutes les sanctions qu'on impose à un État, quelle que soit la structure qu'il impose à un État, les populations payent une bonne partie des pots que ces populations n'ont pas cassés. Ce ne sont pas les populations qui ont fait le coup d'État, même si les populations supportent le coup d'État. Et justement, les dirigeants de la CEDEAO doivent se réunir ce jeudi lors d'un sommet extraordinaire. Quelles sont les attentes dans le règlement de cette crise au Niger? Il y a eu des discussions. Il y a le président tchadien qui a été envoyé à Niamey. On est en train de l'oublier. Qu'est-ce qu'il a rapporté? On ne nous a pas dit jusqu'à présent. Est-ce qu'il a été reçu? Oui, le président tchadien a été reçu. C'est la dernière délégation Union africaine, CEDEAO, ONU qui n'a pas été reçue. C'est l'autre délégation également de la... En fait, celle-là, on ne lui a même pas donné la possibilité d'arriver à Niamey. La première délégation est arrivée à Niamey. On les a reçus à l'aéroport. Ça veut dire que pour le moment, c'est le président tchadien plus la responsable américaine qui est allée tout récemment à Niamey. Il y a quelque chose, mais quoi, nous ne le savons pas. La numéro 2 du ministère des Affaires étrangères des États-Unis a été très claire. Elle dit qu'il y a eu des discussions franches, mais il y a eu des questions sur lesquelles il n'y a pas eu d'entente du tout, pour montrer que les positions sont encore plutôt tranchées, aussi bien du côté de ceux qui ont fait le coup d'État que de ce que la CEDEAO demande, parce que toutes ces structures, de façon générale, appuient ce que la CEDEAO demande à ces militaires qui ont pris le pouvoir. Donc, la situation, elle est encore tendue. Certainement, à la CEDEAO, il va falloir faire le point sur l'ensemble des éléments disponibles. Qu'est-ce que les militaires sont prêts à faire? Qu'est-ce qu'ils ne sont pas prêts à faire? Nous ne le savons pas. La CEDEAO n'a pas communiqué là-dessus. Les militaires n'ont pas communiqué là-dessus. Certainement, on est encore à l'heure des pressions de part et d'autre pour que chacun puisse, au moment de la négociation, avoir la part la plus belle. Et pendant ce temps, Mamadou Diouf, des analystes critiquent farouchement la position de la France et dénoncent même une ingérence. Et la France serait-elle en droit de réagir en tant qu'autorité de tutelle? Mais autorité de tutelle de qui dans cette affaire-là? C'est tout le problème. On est dans une affaire interne au Niger, c'est un coup d'État. On est dans une affaire qui concerne la CEDEAO, parce que dans les textes de la CEDEAO, quand il y a coup d'État, il est prévu qu'on sanctionne les pays, parce qu'il faut qu'on dise les choses comme elles sont. Où est la France dedans? Mais le Niger entretient des relations de très longue date avec la France. Oui, mais ici, c'est des relations bilatérales. Je ne crois pas que dans ces relations bilatérales, comme il est écrit au niveau de l'article 45 pour ce texte de la CEDEAO concernant la bonne gouvernance, les coups d'État et autres, je ne crois pas que dans la relation avec la France, il y a quelque part où il est écrit que s'il y a coup d'État, la France peut intervenir. Parce que ce serait trop demandé, ce serait une façon de s'impliquer dans ce qui se passe dans ce pays. L'autre élément, la France a un intérêt économique à avoir à la tête du Niger quelqu'un qui lui permet de continuer son exploitation. Ça, c'est clair. Et souvent, quand les gens le dénoncent, je dis, mais pourquoi vous dénoncez? Comment voulez-vous que la France vienne défendre les intérêts du Niger au détriment des intérêts de la France? Ce n'est pas logique. Ce qui est logique, c'est que la France défende ses intérêts. Ce qui est logique également, mais c'est que le Niger défende ses intérêts.
Et c'est ça qu'on attend, pas seulement d'un régime militaire, mais de quelqu'un qui gère un pays, que tu sois là à défendre les intérêts du pays, les intérêts de tes citoyens. Je me dis que c'est là où ça peut s'arrêter. Il ne revient pas à la France de faire une intervention militaire, même si, quand on regarde le discours de la France se range derrière la CEDEAO. Il ne parle pas directement ni clairement d'intervention militaire. Ce qui est clair, si la CEDEAO décidait d'une intervention militaire, si la France peut appuyer, elle n'hésitera certainement pas, même si elle ne risque pas de le faire de façon officielle. La voie du dialogue est désormais privilégiée, mais le risque d'une intervention militaire est-elle définitivement écarté pour autant? Non, le risque n'est pas écarté. Si la délégation CEDEAO, Union africaine, ONU n'a pas été reçue, c'est en recevant ces délégations, c'est en discutant avec ces délégations qu'on écarte le risque d'intervention militaire. Parce qu'en ce moment, tant qu'on négocie, il n'y a pas de raison en principe qu'il y ait une intervention militaire. Mais si on reste dans des positions tranchées, les putschistes ne reçoivent même pas ceux qui viennent pour négocier, ben c'est comme si on veut favoriser une intervention militaire. Et moi, je crois que cette surenchère-là, il faut l'arrêter. Quel que soit Alpha, il y aura négociation. Même s'il y avait une intervention militaire, à la fin de l'intervention militaire, il va y avoir une négociation. La CEDEAO ne va pas venir dire tout simplement, Bazoum, tu reviens au pouvoir, les anciens ministres revenaient prendre vos postes. Ça ne se fera pas comme ça. On sera dans un autre Niger où il va y avoir des conditions pour la période des quelques années qui restent pour le mandat du président, si c'est lui qui va continuer pendant cette période-là pour terminer son mandat de 5 ans. Donc, puisqu'il va y avoir une négociation, mais négocions maintenant. La négociation, c'est ça qui peut faire qu'il n'y ait pas d'intervention sur le plan militaire. L'absence de négociation, parce qu'il n'y a que deux façons de régler ce problème. Soit c'est par le côté militaire, soit c'est par la voie diplomatique. Je ne crois pas qu'il y a une troisième voie. La CEDEAO se réunit à nouveau ce jeudi. Quels sont les enjeux de cette nouvelle réunion? Ben, ils n'ont pas dit quel est exactement l'ordre du jour. Tout le monde sait que ça va concerner le Niger. Est-ce que ce discours qu'on entend de plus en plus de la part des Américains, par exemple, avec le ministre des Affaires étrangères, de la part du Sénat du Nigeria, qui, bien que les gens donnent une fausse information, le Sénat n'a pas dit au Nigeria de ne pas intervenir sur le plan militaire. Le Sénat n'a pas voté. Ils ont demandé au président, je dis bien demandé, de favoriser les solutions diplomatiques. Et le président ne les a pas écrits pour leur demander de voter ou pas, parce qu'il y a une fausse information qui est là, qui circule sur cette affaire-là. Maintenant, tous ces discours où l'on voit des gens dire « allons vers la solution diplomatique », est-ce que la CEDEAO va prendre cela en compte pour que son ultimatum, puisque ce n'était pas « si vous ne le faites pas dans 7 jours, on attaque », qu'on tire sur l'ultimatum pour laisser encore davantage de place à la négociation? Moi, je l'ai toujours dit sur ce plateau, je préfère un mauvais arrangement à une intervention militaire. Si on peut avoir un bon arrangement, tant mieux, mais je préfère même un mauvais arrangement à une intervention militaire. Quelques premières tentatives n'ont pas abouti dans ces conditions. Quelle serait la meilleure médiation à Niamey? Pour le moment, il va être difficile de dire quelle va être la meilleure médiation. La médiation tchadienne pourrait être à la limite utilisé à nouveau comme piste, c'est parce que lui, il avait été reçu. Et il avait rencontré le chef des putschistes et il avait rencontré, je ne sais plus s'il faut dire l'ancien président ou le président. La médiation tchadienne est aussi moins critiquée par oui, les analystes. En fait, on peut critiquer la médiation tchadienne en regardant comment le président tchadien a accédé au pouvoir. Mais quand quelqu'un accède au pouvoir de la sorte, on dénonce, mais après avoir dénoncé, on prend acte. C'est ça également les relations internationales. On prend acte. Ceux qui voulaient dénoncer ont dénoncé, mais après avoir dénoncé, les gens ont pris acte. L'intérêt ici de la médiation, c'est que pour le moment, le Tchad n'est pas dans une posture de je suis dans ce camp-ci ou je suis dans ce camp-là. Bien qu'à l'analyse, quand on investissait l'actuel président tchadien, tout le monde se rappelle que le président français était là-bas. Il y a également les forces françaises au Tchad. Il y a à peu près 1100 soldats qui sont stationnés également au niveau du Tchad. Ça peut créer de la suspicion, puisque comme d'habitude, on ne veut plus voir, on ne veut plus entendre parler de la France. Ça peut créer de la suspicion. Mais puisqu'il était déjà allé une fois, il les avait rencontrés, pourquoi pas la CEDEAO va reprendre le même chemin
puisque la délégation propre de la CEDEAO n'a pas pu rencontrer les responsables actuels du Niger. Alors que de lourdes sanctions pèsent encore sur le Niger, existe-t-il des alternatives juridiques à ces sanctions? Sur le plan juridique, il y a un débat extrêmement compliqué entre les juristes. Puisque beaucoup de juristes s'arrêtent à l'article 45 qui montre des sanctions qui sont progressives. Mais au niveau de l'article 46, le texte ouvre la voie en disant que les chefs d'État peuvent prendre les sanctions idoines sans donner de précision. Maintenant, dans la jurisprudence, vous avez des juristes qui disent oui, ça peut se faire, d'autres qui disent non, ça ne peut pas se faire, d'autres qui disent non, c'est une organisation où on doit travailler ensemble pour la paix, etc. On ne peut pas avoir des interventions militaires. Je ne pourrais pas trancher cette question-là puisque j'ai lu des juristes, chacun défendant une thèse et le contraire de la thèse. L'autre élément, il y a une jurisprudence. La CEDEAO est déjà intervenue dans des pays sur le plan militaire. Bon, donc dire que ce n'est pas possible d'un point de vue légal également, ça pose problème parce que la CEDEAO l'a fait et pas une fois, plusieurs fois au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Merci Mamadou Diouf d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis. On marque une courte pause pour la suite avec le plateau de l'invité.